Un SDF qui fouille une poubelle à la recherche de bouteilles et de canettes consignées afin de se faire un petit peu d'argent tombe sur un corps démembré. C'est celui d'une femme qui est portée disparue. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont des enfants, les étudiants et ceux qui travaillent dans l'éducation. Aujourd'hui, pour ma part, je vous emmène aux États-Unis sous le soleil californien et je vais vous raconter une histoire qui m'a interpellée puisqu'elle concerne un fils de star. Ce que les Américains appellent les Nepo Baby, vous savez, ces enfants qui sont nés dans la bonne famille, une cuillère en argent dans la bouche et qui ont par conséquent la vie facile puisqu'ils ont de l'argent et la possibilité de réussir bien plus facilement que les autres. La personne en question s'appelle Sam Haskell, 4e du nom, et son père s'appelle également Sam Haskell, 3e du nom. Alors personnellement, je ne connaissais pas son père, donc ce fameux Sam Haskell, the Third, mais c'est pourtant quelqu'un de très connu aux États-Unis qui a commencé à la télé avant de devenir agent de star, et il a représenté vraiment des grands noms comme Dolly Parton, George Clooney, Whoopi Goldberg ou encore le prince Edward. Et à force de travailler avec eux, il a créé des liens vraiment intimes avec certains d'entre eux, surtout Dolly Parton. Ils ont beaucoup de photos ensemble, elle côtoie les membres de sa famille, enfin vraiment ils sont devenus de proches amis. Également le prince Edward, il a été le seul américain à être invité à son mariage à la duchesse Sophie d'Édimbourg, donc c'est quand même pas rien, on est sur un monsieur qui bien évidemment est multimillionnaire et qui pèse dans le milieu du showbiz. Bon, pour le différencier de son fils, je vais dire Sam Haskell Senior et Sam Haskell Junior, ce sera plus simple. Et donc, Sam Haskell Senior, en plus d'être agent de star, est également producteur. Il a produit notamment des émissions et des films sur Netflix. Et il a également travaillé un temps comme directeur de l'organisation de Miss America. Mais il a été forcé de démissionner après 2 ans à travailler pour cette organisation parce qu'il avait fait preuve de misogynie envers les candidates. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un giga scandale qui a éclaté quand des emails privés ont été révélés dans lesquels Sam Haskell tenait des propos absolument choquants envers des candidates présentes et passées, des propos notamment à propos de leur poids, de leur apparence physique ou encore de leurs mœurs qu'il jugeait trop légères pour certaines d'entre elles. Sam Haskell Senior est d'ailleurs lui-même marié avec une ancienne Miss Mississippi qui s'appelle Marie Donnelly, enfin ils sont mariés donc maintenant elle s'appelle Marie Donnelly Haskell et c'est une femme avec qui il est en couple depuis l'adolescence. Donc voilà, c'est une relation qui dure dans le temps. Et ensemble, ils ont eu 2 enfants qu'ils ont appelés comme eux. Donc un garçon et une fille qui s'appellent Sam et Marie. Voilà. Leurs 2 enfants travaillent également dans tout ce qui est télé, cinéma, réalisation, production, acting. Ils touchent un peu à tout. Mais leur fille Marie ne nous intéresse pas dans cette affaire. C'est vraiment seulement Sam Haskell Junior qui va nous intéresser. Et ce fameux Sam Haskell Junior a fait des études de cinéma dans l'université CSUN qui se situe dans le sud de la Californie et c'est là-bas qu'il a rencontré la femme de sa vie. Mei Li, une étudiante chinoise. Mei Li a vécu et grandi en Chine. En fait, elle est arrivée aux États-Unis uniquement à la majorité pour faire ses études aux États-Unis. C'était son plus grand rêve. Et ses parents se sont saignés pour elle puisqu'ils ont carrément vendu leur maison en Chine pour pouvoir lui payer ses frais d'inscription qui sont très élevés. Alors déjà, vous savez que les frais d'inscription à l'université sont très élevés en général aux États-Unis, mais alors en plus pour un étudiant étranger, le chiffre monte encore, donc c'était vraiment une somme astronomique, mais ses parents ont vraiment tenu à lui offrir ça et à ce qu'elle puisse réaliser son rêve. Et Mei Li, contrairement à Sam, n'étudie pas le cinéma, mais la comptabilité, donc vraiment rien à voir. On n'a malheureusement pas d'informations sur l'enfance ou encore l'adolescence de Mei Li, on ne sait pas ce qui s'est passé pour elle en Chine. Et quand je parle de ses parents, je parle en fait de sa maman qui s'appelle Yan Xiang et de son beau-père qui s'appelle Gao Shan. On n'a pas du tout d'informations sur son père biologique. Donc je pense qu'il est soit décédé depuis un moment, soit qu'il l'a abandonné il y a bien longtemps.
puisqu'elle a l'air de considérer son beau-père comme son papa. Il y a même de nombreux articles qui parlent de Yan Xiang et de Gao Shan comme ses parents, qui ne précisent absolument pas que c'est sa mère et son beau-père. Donc je pense vraiment qu'il y avait une grande proximité avec son beau-père à tel point qu'elle le considérait soit comme son papa, soit comme son deuxième papa. En tout cas, Mei Li est une femme que tout le monde décrit comme quelqu'un de gentil, de doux et de sociable. Elle n'a absolument aucun problème pour se faire des amis. Aux États-Unis, elle a beaucoup d'amis, elle s'entend très bien avec ses voisins et sa relation avec Sam évolue puisqu'ils finissent par se marier et par avoir 3 enfants ensemble, 3 garçons qui au moment de notre affaire, donc en 2023, sont âgés de 6, 8 et 12 ans. C'est surtout Mei Li qui s'en occupe, elle est très très proche de ses enfants, eux aussi sont très proches de leur maman, ils sont décrits comme des fils à maman, donc vraiment il y a une différence entre leur proximité avec leur maman et avec leur papa. Ils sont beaucoup plus proches de Mei Li, et ça se comprend puisque c'est surtout Mei Li qui s'occupe de tout ce qui est en rapport avec ses enfants, donc c'est elle qui les emmène à l'école, qui les cherche à l'école, c'est elle qui les inscrit à leurs loisirs, c'est elle qui gère les relations avec les parents d'élèves, qui emmène ses enfants voir leurs copains, à leurs activités, etc. Vraiment tout ce qui est en rapport avec les enfants, c'est elle qui gère. Cependant, après la naissance de son 3e fils, ses parents décident d'emménager avec elle et Sam dans le quartier huppé de Los Angeles où ils habitent, le quartier Tarzana. Ils habitent dans une grande maison à 1,7 million de dollars qui a 6 chambres, 6 salles de bain, vraiment c'est gigantesque. Et ils viennent spécifiquement pour aider avec les enfants et avec la maison. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Asie, voilà, les grands-parents, surtout côté maternel, aident avec les enfants. Donc ça peut paraître un peu étrange pour les personnes qui ne sont pas de cette culture, mais en tout cas, voilà, en Chine, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et Yan Xiang, malgré le fait qu'elle soit restée handicapée à cause d'un AVC et qu'elle ait du mal à marcher, s'active vraiment dans la maison. Elle aide pour s'occuper des enfants, elle participe aux tâches ménagères, elle participe à la préparation des repas. Vraiment, elle est très utile dans la maison, elle aide vraiment beaucoup. C'est une vie qui en ferait rêver plus d'un, n'est-ce pas? Une grande maison, magnifique, dans un beau quartier de Los Angeles. 3 beaux enfants qui vous aiment très fort. Des beaux-parents riches et hyper connus. Des parents aimants. Mais en réalité, il y a plus du nombre au tableau. Le 7 novembre 2023, l'oncle de Mei Li, qui a l'habitude de discuter avec sa sœur Yan Xiang tous les jours, est inquiet puisqu'elle n'a toujours pas répondu au message qu'il lui a envoyé la veille. Il décide de se connecter au réseau social chinois via lequel il discute avec elle pour voir si elle s'est connectée ou quoi que ce soit. Et il constate avec stupeur que tout a été effacé sur son compte. 10 ans de conversations, de photos, de publications qui ont complètement disparu. Le même jour, les voisins de Sam et Mei Li sont également inquiets, puisqu'ils ont vu que c'est Sam qui a emmené les enfants à l'école, ce qui n'arrivait jamais. Il y a également une maman qui a été interpellée, puisque quand elle a envoyé un message pour demander si un des fils Haskell pouvait venir jouer chez elle avec son propre enfant, eh bien c'est Sam qui a répondu, là encore très inhabituel. Toujours la même journée, des ouvriers hispanophones qui sont en train de travailler dans le quartier Tarzana tombent sur un homme aux cheveux longs et blonds qui les accoste et qui leur propose un petit travail. Il leur demande de l'aider à se débarrasser de sacs poubelles qu'il a chez lui, sacs qu'il dit être remplis de pierres, donc ils sont très lourds, et il leur dit qu'il est prêt à les payer $500 tout simplement pour qu'ils prennent ces sacs et qu'ils aillent les jeter pour lui. Les hommes acceptent immédiatement puisque la paye est généreuse et la mission pas très compliquée, donc ils attrapent ces 3 grands sacs poubelles noirs et ils commencent à partir avec quand ils constatent qu'il y a quelque chose de bizarre avec ces sacs. Cet homme leur a clairement dit qu'il y avait des pierres à l'intérieur, mais quand ils soulèvent les sacs, ils sentent très clairement que ce qu'il y a à l'intérieur n'a rien à voir avec des pierres. En effet, c'est quelque chose de mou et qui a l'air comme mouillé. Donc, étonnés, ils décident d'ouvrir un des sacs pour voir ce qu'il contient. Et une fois le sac ouvert, ils sont horrifiés par ce qu'ils y découvrent. Puisqu'au lieu de pierres, il y a ce qui ressemble à des morceaux de corps humain.
et il tombe nez à nez comme ça avec un nombril. Donc les hommes, choqués, ne sachant pas trop quoi faire, décident de retourner voir l'homme qui leur a confié cette mission et ils lui rendent les sacs ainsi que les 500 $ en lui disant qu'ils ne veulent pas être mêlés à ça. Et l'homme leur répond « Non, mais vous faites erreur. Ce que vous avez vu, ce sont des mannequins que j'ai utilisés pour décorer ma maison à Halloween. » Effectivement, on est en novembre, donc pas loin d'Halloween. Mais les hommes n'en croient pas un mot. Ils s'éloignent et ils appellent la police. Quand les policiers arrivent, malheureusement, il n'y a personne qui répond quand ils toquent à la porte de la maison et les sacs décrits par les ouvriers ont disparu. Vous l'aurez compris, l'homme qui a embauché ces pauvres ouvriers n'est autre que Sam Haskell Jr. Et quand il a vu que les hommes ne voulaient pas faire ce boulot, eh bien, il s'en est chargé lui-même. Il a mis les 3 sacs dans le coffre de sa Tesla et il est parti avec. Donc, à ce stade, les policiers ne savent pas où se trouve Sam Haskell, ni où se trouvent les sacs. Il aurait bien évidemment été plus judicieux que les ouvriers gardent les sacs en leur possession avant d'appeler la police en ne disant absolument rien à Sam pour ne pas qu'il se méfie. Mais bon, évidemment, quand on est confronté à ce genre de situation, on ne réagit pas forcément de manière hyper rationnelle, hyper logique. Ça ne m'est bien évidemment jamais arrivé, donc je ne sais pas comment je réagirais. Mais j'imagine qu'on est en état de choc et qu'on prend une décision qui n'est pas forcément la meilleure. Le lendemain, le 8 novembre 2023, un SDF est en train de fouiller une poubelle dans le quartier Encino, qui est un quartier de Los Angeles situé juste à côté du quartier Tarzana. Et il fouille cette benne à ordures à la recherche de bouteilles ou de canettes consignées qu'il pourrait rendre en échange de quelques pièces afin de pouvoir s'acheter à manger. Et dans cette benne à ordures, il tombe sur un gros sac poubelle noir. Il pense bien évidemment qu'il doit être rempli de déchets ménagers, donc il ouvre ce sac et quelle ne fut pas sa surprise quand il a découvert à l'intérieur non pas des emballages de nourriture, mais un corps démembré. Il appelle la police et fort heureusement, une caméra de surveillance filme cette benne à ordures et on a pu voir qui est la personne qui est venue jeter ce fameux sac. Je vous mets la vidéo et on voit clairement Sam Haskell sortir de sa voiture, se diriger vers le coffre et en sortir un très grand sac poubelle qui a l'air très lourd puisqu'il a du mal à le porter. Il disparaît ensuite derrière le mur où se trouve la benne à ordures et c'est là que le sac a été retrouvé par le SDF. Je vous rappelle que les ouvriers qui avaient porté les sacs avaient parlé de 3 sacs, or là il n'y en a qu'un seul et dans ce sac il y a un seul corps qui n'est même pas entier. Et ce corps est très difficile à identifier puisqu'il est très abîmé, mais finalement les policiers y parviennent. Bon, ils se doutent déjà de qui ça peut être, puisqu'ils savent à ce stade qu'on n'a aucune nouvelle de Mei Li, Yan Xiang et Gao Shan. Tous les 3 ont disparu. Donc c'est forcément l'un d'eux qui se trouve dans ce sac, enfin ça paraît assez logique. Et ils se doutent qu'il s'agit de Mei Li dans ce sac-là en particulier, puisque ce sont les mêmes tatouages. Mais il faut l'identifier formellement, ça prend du temps. Et quand c'est fait, ils apprennent qu'effectivement, il s'agit bien du corps de Mei Li, qui a donc été assassiné à l'âge de 37 ans. Les policiers se rendent au domicile des Haskell afin de voir s'ils peuvent trouver des preuves ou des informations sur l'endroit où se trouvent Yan Xiang et Gao Shan, puisqu'à ce stade, on ne sait pas encore ce qui leur est arrivé. Et dans la maison, ils découvrent des preuves qui leur permettent de comprendre que tous les 3 ont été tués et démembrés dans la maison. Donc Yan Xiang et Gao Shan sont également décédés. Et ils ont tous les 2 également été assassinés. Alors comment ils savent ça ? Eh bien tout simplement puisqu'ils découvrent qu'une très grande quantité de sang a coulé dans la maison. Ils retrouvent l'ADN des 3 victimes et ce sang a été nettoyé par Sam Haskell, puisqu'à ce stade il est évident que c'est lui qui a commis les meurtres. Mais bien évidemment ces efforts ont été vains puisque les policiers ont des techniques pour voir le sang même après qu'il ait été nettoyé avec du Blue Star, donc ils peuvent voir qu'il y a eu des meurtres qui ont été commis à cet endroit.
Bon, à ce jour, on ignore toujours comment se sont déroulés les faits exactement, c'est-à-dire l'arme qui a été utilisée pour tuer les victimes, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement, est-ce qu'il y a eu une dispute, etc. Quelle personne a été tuée en premier, est-ce que l'une d'entre elles a vu les autres se faire tuer, enfin bref, on ne sait pas, mais on a quand même quelques indices, quelques informations sur ce qu'il s'est passé, puisqu'on a retrouvé des armes, des outils, enfin des choses qui ont été utilisées pour commettre ces meurtres et ces démembrements. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En effet, les policiers ont retrouvé dans le jardin et dans le garage de la maison 8 sacs poubelles au total qui contiennent des preuves. Et tous les objets que je vais vous lister maintenant ont été retrouvés ensanglantés. Donc on a des draps et des serviettes, on a une scie mécanique avec des lames diamants, on a une machette et une scie, une paire de gants jetables, une planche en contreplaqué et les cannes qu'utilisaient les parents de Mei Li, donc Yang Xiang et Gao Shan. Ils trouvent également au domicile un ticket de caisse qui date du 6 octobre avec des achats qui ont été effectués à Home Depot. En gros, c'est une chaîne de magasins de bricolage américaine. Et on voit que certains des articles qui avaient été achetés ce 6 octobre ont servi au meurtre. Donc ça laisse à penser que les crimes ont été prémédités puisque c'était un mois avant. On trouve notamment sur ce ticket de caisse les gants jetables qui ont servi, également un tablier de travail qui a aussi été retrouvé dans la maison ensanglantée. Et sur le ticket de caisse, on voit qu'il avait également acheté des coupes boulons, une perceuse, ainsi que des masques anti-poussière. Cependant, dans la maison, aucune trace de Gao Shan, Yan Xiang et les enfants. On sait tout de même que les enfants n'ont pas été tués, en tout cas en même temps que leur mère et que leurs grands-parents, puisqu'ils se sont rendus à l'école. Sam les a bien déposés à l'école. Donc eux ne sont pas portés disparus à ce stade. Mais il est quand même bien évidemment urgent de les retrouver, puisqu'ils sont en danger s'ils sont encore en vie. Sur l'enregistrement vidéo qui montre Sam au niveau de la benne à ordures, les policiers constatent également qu'il abandonne sur le parking la Tesla dans laquelle il avait chargé les sacs poubelles et qu'il prend une autre voiture, un 4x4, qu'il avait loué, donc un 4x4 de location, enregistré au nom de sa femme, Mei Li. Les policiers sont capables de retracer le trajet effectué par ce 4x4 et ils le découvrent garé devant un Airbnb, dans lequel Sam se trouve en compagnie de ses enfants. Donc, il est arrêté le jour de la découverte du corps de Mei Li, donc très rapidement. Pourquoi a-t-il été retrouvé à cet endroit ? Eh bien, Sam avait tout simplement quitté le domicile familial après les meurtres pour se rendre dans ce Airbnb avec ses enfants. Je précise tout de suite que les enfants ont été retrouvés sains et saufs et immédiatement confiés aux services sociaux en attendant de décider dans quelle famille ils allaient pouvoir être élevés, puisque leur maman est décédée et que leur papa part en prison, très clairement. Donc voilà, les enfants sont récupérés, tout va bien pour eux, bon, bien sûr en dehors des traumatismes qu'ils ont vécus, mais voilà. En tout cas, physiquement, ils n'ont pas été blessés. Et en ce qui concerne donc le Airbnb, les policiers découvrent qu'il a été réservé déjà en octobre pour les dates du 6 au 18 novembre, donc très précis. Ça laisse encore une fois à penser que Sam avait prémédité les crimes et qu'il savait exactement à quelle date il allait les commettre. Ça fait vraiment froid dans le dos parce que ça veut dire que Sam est resté vivre un mois dans la maison avec sa femme et ses beaux-parents, donc en dormant avec sa femme, en cohabitant avec ses beaux-parents, en rigolant avec ses enfants, tout en sachant pertinemment ce qu'il allait leur faire subir. C'est vraiment écœurant. Son plan après le Airbnb était de partir en cavale et de se réfugier au Japon, puisque les policiers ont découvert qu'il avait acheté un billet aller simple direction le Japon. Et il comptait s'y rendre seul, sans ses enfants, puisqu'il avait dit à une connaissance que ses enfants allaient bientôt aller vivre chez ses parents. Voilà, la personne n'en a rien pensé sur le coup, mais c'est une phrase très étrange maintenant qu'on connaît la vérité. Voilà, il comptait finalement partir, se cacher au Japon tout seul, sans ses enfants. Il ne leur avait pas acheté de billets à eux. Ce que cette découverte nous dit, c'est également que Sam ne comptait clairement pas se faire choper. Mais pour ça, il aurait peut-être mieux valu éviter de déplacer des corps démembrés en plein jour dans un quartier résidentiel à la vue de tous ses voisins.
et en plus de demander de l'aide à des inconnus pour l'aider à déplacer les corps. Prochaine étape pour les policiers, analyser les autres biens appartenant à Sam, donc les voitures ainsi que son bureau. Et dans son bureau, ils découvrent la somme de 67 000 $ en espèces, ce qui laisse encore à penser qu'il préparait une cavale. Et dans la voiture de Sam, on trouve encore d'autres preuves, notamment un couteau pliant qu'il avait sur lui, mais également un pistolet chargé accompagné de ses munitions, sur lequel on retrouve le sang de Meili et celui de Gao Shan, et un couteau militaire ensanglanté qui n'a pas été nettoyé, sur lequel on retrouve l'ADN des 3 victimes. Les policiers retrouvent également dans la voiture un second ticket de caisse pour des achats effectués à Home Depot, cette fois le 20 octobre, donc un petit peu plus tard que les premiers achats. Et là encore, ce sont des achats qui sont clairement préoccupants quand on sait à quoi ces articles ont pu servir. Il y a la planche de contreplaqué qui a été retrouvée ensanglantée dans les sacs poubelles, mais également un bleu de travail, de l'imperméabilisant, un barnum et des lames diamants supplémentaires. Bon, certes, tous les corps n'ont pas été retrouvés, mais il y a assez d'éléments pour inculper Sam pour triple meurtre et il risque une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc il part en prison en attente de son jugement. Sam se présente une première fois au tribunal. Vous savez, il y a des audiences avant le gros procès pour simplement régler des choses, préparer le procès, par exemple demander à l'accusé quel sera son avocat, lui demander ce qu'il veut plaider, enfin ce genre de choses. Et donc il y a une première audience lors de laquelle on demande à Sam ce qu'il veut plaider. Il annonce alors qu'il va plaider non coupable et cette audience a fait beaucoup parler puisque Sam s'est présenté torse nu sous une veste qui est donnée aux détenus qui présentent un risque de mettre fin à leur jour. Et il se trouve qu'effectivement, Sam, en prison, avait dû évoquer des idées noires, puisqu'il a été mis sous protection par rapport à ça. Et c'est une veste qui se ferme par scratch, or elle s'est détachée pendant l'audience, donc Sam s'est retrouvé complètement torse nu. C'est vraiment du jamais vu, il est là torse nu dans le tribunal. Il n'a pas remis la veste ou quoi que ce soit. Et il a également à la main un petit sachet en plastique, une poche pour les sudistes, une poche en plastique transparente dans laquelle il a mis des petits snacks, une collation. Donc il est là torse nu avec son petit sachet à la main comme ça, avec son petit goûter dedans, une dégaine vraiment très spéciale. Le juge a demandé à ce que lors de cette audience, les journalistes ne prennent pas de photos de son visage, uniquement des photos à partir du cou jusqu'en bas. Mais les journalistes n'ont pas trop respecté cette interdiction puisqu'on a pas mal de photos de cette audience, comme vous avez pu le voir. Sam devait comparaître une seconde fois au tribunal, encore une fois pour une audience en attente du procès. Donc c'était très récent, l'audience était prévue pour le 20 juillet 2025, donc cet été. Mais malheureusement, cette audience n'a pas pu avoir lieu puisque Sam s'est donné la mort dans sa cellule le 12 juillet. Voici ce qu'en dit le procureur. Au lieu de se tenir devant un juge et de répondre des crimes pour lesquels il était inculpé, l'accusé a réussi à échapper à la justice. C'est encore un acte cruel, perpétré par quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible sans que nous sachions exactement pourquoi. Une famille a dû faire face à une situation effroyable et maintenant, ils n'auront plus la possibilité de l'affronter et de le voir sanctionné pour ses actions barbares. Ils ne pourront pas non plus nous faire part de leur tristesse et partager des souvenirs joyeux qu'ils ont avec leurs proches. Vous vous doutez bien que le procès a été annulé et que par conséquent, on n'a pas eu d'informations détaillées sur le profil psychologique de Sam, sur les raisons qui l'ont poussé à commettre ce meurtre. Enfin bref, on aurait certainement eu beaucoup plus de matière pour cette vidéo s'il y avait eu ce procès. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fouillé internet et j'ai trouvé des informations très intéressantes. J'ai enquêté pour vous pour essayer de comprendre qui était Sam exactement, qui était Meili, quelle était leur dynamique de couple et pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Bon, on va aller dans l'ordre chronologique. Donc on va commencer par le jeune Sam Haskell. On n'a malheureusement pas d'informations sur sa petite enfance, mais à partir de l'adolescence, on commence à avoir des témoins qui se sont exprimés et qui ont parlé de Sam, de comment il était à l'époque. Et ce n'est pas joli. Déjà, il y a un consensus entre toutes les personnes ayant côtoyé Sam dans leur vie, que ce soit à l'adolescence comme à l'âge adulte, c'est que Sam est bizarre.
Voilà, c'est le mot qui est tout le temps employé par tout le monde. Bizarre. Ils savent pas forcément mettre le doigt dessus. Personne ne sait vraiment dire si c'est juste sa personnalité, s'il a une maladie mentale ou s'il était sous l'emprise de stupéfiants, je ne sais pas. En tout cas, il était bizarre. Sam, dès l'adolescence, a une passion pour l'Asie en général, plus particulièrement le Japon, et pour les arts martiaux ainsi que pour les armes. Armes qu'il a utilisées à plusieurs reprises pour menacer ou agresser des gens avec. Il y a un témoignage très intéressant qui est celui d'une jeune fille, donc d'une adolescente qui était avec lui au lycée, et elle raconte qu'elle trouvait Sam plutôt charmant, beau, intelligent, mais qu'il était complètement inadapté socialement. Il avait tendance à avoir des comportements très étranges en société, et notamment des comportements qu'on pourrait qualifier de harcèlement envers les femmes. Et c'est ce qui lui faisait un peu subir puisqu'il avait tendance à beaucoup trop l'appeler et également à se présenter chez elle sans qu'elle lui ait demandé de passer. C'est quelque chose qui a interpellé son grand frère qui était beaucoup plus âgé qu'elle à l'époque et ce fameux grand frère a attendu que Sam se présente à nouveau chez eux pour le confronter et lui demander de laisser sa sœur tranquille. On se serait attendu à ce que Sam lui dise « Ok, pas de souci », mais non. Sam s'est dirigé vers le coffre de sa voiture, en a sorti une machette et s'est mis à menacer le frère et la sœur avec cette machette. Ils ont renoncé tous les deux à porter plainte puisque les parents de Sam, donc le fameux producteur Sam Haskell Senior et sa femme, donc Marie, se sont présentés à leur domicile et ont demandé à régler l'affaire à l'amiable. Ils ont expliqué qu'ils allaient faire ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise pas et que Sam ne les importune plus jamais et ils ont décidé de leur faire confiance. Elle explique qu'effectivement, ils ont su gérer la situation et qu'elle n'a plus jamais été embêtée par Sam, il ne l'a plus jamais contactée. Elle continuait à le croiser au lycée, mais voilà, c'était juste un peu bizarre de le croiser, mais il ne la calculait pas. Et elle a tenu également à défendre les parents de Sam, puisqu'ils se sont pris pas mal de haine sur les réseaux par les internautes qui considèrent qu'ils ont quelque chose à voir avec tout ça, puisque voilà, forcément, c'est leur fils qui a démembré 3 personnes. Elle dit qu'elle pense que ce n'est pas de leur faute, puisqu'elle a eu l'impression en tout cas que c'était des parents très stricts qui n'ont pas pris l'événement à la légère à l'époque, qui faisaient vraiment ce qu'il fallait pour essayer de recadrer Sam et que ce n'est pas leur faute si leur fils avait un comportement problématique. Bon, c'est son avis personnel, bien sûr, ça n'engage qu'elle. Moi, je ne suis pas sûre de le partager, puisque vu tous les témoignages que j'ai lus à propos de Sam, il semblerait quand même qu'il y a eu beaucoup d'autres incidents et que l'argent de papa et maman a bien servi quand même à le sortir de ces situations délicates. Donc il n'a jamais vraiment eu à faire face à des conséquences pour ses actes. Voilà. Il y a notamment plusieurs élèves d'un lycée privé fréquenté par Sam qui racontent qu'il se comportait de manière totalement indécente au lycée. C'est quelqu'un qui passait son temps à mentir et à se caresser à travers son pantalon. Et il a été encore plus loin puisqu'il a fait subir des violences sexuelles à une autre élève. Et il a été renvoyé de l'établissement à cause de ça, mais ce n'est pas allé plus loin, encore une fois. L'affaire a été enterrée sous le tapis après l'intervention de papa et maman. À l'université, je ne sais pas en quelle année exactement, il y a une de ses professeurs qui a témoigné pour raconter qu'il la mettait très mal à l'aise. Elle avait l'impression qu'il avait un crush sur elle et il s'est mis à avoir un comportement, encore une fois, inapproprié puisqu'il semblait l'espionner et la suivre dans les couloirs. Donc elle essayait sans arrêt de l'éviter et la situation l'inquiétait pas mal. À l'âge de 20 ans, alors qu'il était toujours étudiant dans cette université qu'il fréquentait, l'université Sisson où il prenait des cours de cinéma, eh bien, il a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve après qu'il ait attaqué quelqu'un avec une arme létale. On n'a vraiment pas plus de détails sur cette agression. On ne sait que ça, mais ça rappelle bien évidemment l'agression à la machette sur la jeune fille et son frère à l'époque où il était adolescent. Donc il a quand même une fâcheuse tendance à attaquer les gens à l'arme blanche. Je rappelle qu'il a rencontré Maylee à l'université, donc à peu près à cette époque-là, et après ses études, il a créé son entreprise de production, de réalisation, et il s'est lancé finalement dans la réalisation de films, de vidéos et la photographie. Donc c'est un métier qui le passionnait réellement. Tous ses réseaux sociaux sont dédiés à ça, il y a vraiment plein de photos et de vidéos qu'il a réalisées.
Il n'y a rien sur ses réseaux concernant sa famille, il y a quelques rares photos avec Meili, mais il ne précise absolument pas qu'il s'agit de sa femme, il écrit juste avec Meili ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas non plus particulièrement de tendresse ou quoi que ce soit sur les photos, et il a des photos avec plein d'autres femmes, donc finalement quelqu'un qui ne le connaît pas, qui tombe sur son compte, ne sait absolument pas que cet homme est marié et qu'il a des enfants. Il n'y a absolument aucune mention de ses enfants, aucune photo de ses enfants sur les réseaux. Ça peut se comprendre, hein, bien sûr, c'est pas conseillé de mettre ses enfants sur les réseaux sociaux, donc ok, surtout que c'était quelqu'un de connu, mais bon, il aurait pu parler de sa vie de papa ou quelque chose, mais rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment des réseaux qui sont consacrés à son activité professionnelle, avec des exemples de ce qu'il a pu photographier ou réaliser comme film. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il avait une obsession pour l'Asie, vous avez dû vous dire oui, et alors il a le droit, certes, mais son obsession est quand même légèrement malsaine, puisqu'il semble avoir un véritable fétichisme pour les femmes asiatiques. En effet, il passait son temps à contacter de belles jeunes influenceuses asiatiques pour leur demander s'il pouvait les prendre en photo ou si elles pouvaient tourner dans ses films. Et il a donc un nombre incalculable de photos et de vidéos de femmes asiatiques en tout genre. Voilà, il a contacté énormément de femmes. En parlant de ses films, le scénario est toujours un peu le même. C'est toujours une histoire avec une belle jeune femme asiatique, toujours en tenue sexy, qui rend fou les hommes. Et donc plusieurs hommes se mettent à se battre pour elle. Et le film part finalement dans une espèce de bagarre avec des effusions de sang, des armes, des muscles et des décolletés plongeants. C'est très particulier. Mais écoutez, il doit y avoir un public pour ça, j'imagine. Sam, comme je vous l'ai déjà dit, est également un très grand fan d'arts martiaux. Alors je précise qu'on ne sait pas quel art martial, hein, en particulier il pratique. Judo, karaté, quelque chose comme ça n'a pas été précisé dans les médias. En tout cas, il est ceinture noire de ce sport et il se rend très fréquemment au Japon dans le but justement de pratiquer ce sport et de se perfectionner. Cependant, Sam a beau avoir travaillé avec plusieurs célébrités, on aurait pu penser qu'il était riche, qu'il réussissait bien dans la vie. Eh bien pas du tout, il semblerait qu'il était fauché comme les blés. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, puisque quand cette affaire a éclaté, évidemment, on a vu tout le monde se précipiter sur son clavier pour dire « Oh là là, de toute manière, la victime, ce n'était qu'une croqueuse de diamants. Elle était avec lui pour son argent, elle était avec lui pour les papiers américains, elle était avec lui parce que son père était célèbre, c'est sûr que sinon, elle ne lui aurait jamais donné l'heure. » Eh bien, détrompez-vous. Meili était celle du couple qui payait tout et qui entretenait Sam Haskell. Et oui, voilà comme quoi les clichés ont la vie dure, mais ne sont pas forcément la réalité. En effet, c'était d'ailleurs une grosse cause de dispute entre eux. Meili en avait marre que toute la pression financière repose sur elle. C'est elle qui payait toutes les charges de leur grande maison et c'est elle également qui gérait tout ce qui avait un rapport avec les voitures puisqu'elles sont également à son nom. Ce n'est pas le seul sujet de discorde qu'il y avait dans le couple. Et un autre sujet de dispute, c'est la présence des beaux-parents dans leur maison. Honnêtement, ça peut se comprendre, j'aimerais pas non plus vivre avec ma belle famille, même si c'est normal dans la culture asiatique, ou en tout cas chinoise, eh bien ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. La plupart des couples n'a pas envie de vivre avec ses beaux-parents, et Sam n'était pas du tout d'accord avec ça et le faisait savoir ouvertement, ce qui déplaisait énormément à Meili, puisqu'il se comportait de manière impoli envers ses beaux-parents. En fait, il les ignorait la plupart du temps. Il était très froid avec eux. Meili prenait ça pour un gros manque de respect et elle aurait aimé qu'il fasse des efforts à ce sujet et qu'il essaye de communiquer un peu avec eux, même s'il ne parlait pas anglais. Elle aurait aimé qu'il tente au moins de communiquer avec eux, d'être un peu plus sympathique. La situation était tellement tendue dans le couple qu'en 2019, quand une amie de Meili s'est confiée à elle à propos de son divorce, eh bien Meili lui a répondu qu'elle aussi aurait aimé divorcer. Donc son amie lui a dit « Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends, fais-le ». Mais Meili lui a répondu qu'elle n'avait pas l'impression que ce soit possible dans sa situation, puisqu'elle était persuadée que Sam, grâce à ses relations, allait pouvoir, quoi qu'il en soit, récupérer la garde des enfants. Et les enfants de Meili, c'était toute sa vie, elle les aimait, mais plus que tout au monde. Et pour elle, il était complètement, mais hors de question de les perdre. Donc elle était prête, finalement, à continuer à subir cette relation dans laquelle elle était malheureuse,
juste pour ne pas perdre la garde de ses enfants. Et c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer puisqu'elle s'est également confiée à une autre amie sur le fait qu'elle subissait des violences physiques de la part de Sam. Certains des amis de Maylee pensent que c'est peut-être le mobile du crime. Maylee aurait en fait annoncé à son mari qu'elle comptait le quitter. Elle aurait finalement eu le courage, la force de faire cette démarche et il ne l'aurait pas supporté. Donc c'est une des théories, celle du mari violent et contrôlant qui ne supporte pas de se faire quitter et qui tue sa femme et ses beaux-parents afin finalement de la posséder pour toujours. C'est un mobile quand même assez courant dans les féminicides. Donc pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais il y a également une autre théorie qui est très intéressante et qui est celle qui a été le plus reprise dans les médias, c'est celle de l'homme qui veut refaire sa vie puisqu'il était en couple dans le dos de Maylee avec une jeune femme de 27 ans. Il avait donc une maîtresse. Je vous rappelle qu'il comptait, après les meurtres, partir se réfugier au Japon. Il avait pris un billet aller simple. Eh bien, il avait également pris des billets, par contre, aller-retour à sa maîtresse pour qu'elle vienne passer quelques semaines avec lui au Japon. Donc ça avait l'air quand même d'être une histoire qui, à ses yeux, était assez sérieuse. Et c'est également à cette maîtresse qu'il avait confié que ses enfants allaient bientôt aller vivre chez ses parents. Bon, je précise quand même que cette femme n'a rien à voir dans cette histoire. Elle n'est pas complice des crimes ou quoi que ce soit. Elle a été interrogée par les policiers. Elle n'était au courant de rien. Et cette phrase « mes enfants vont bientôt vivre chez mes parents » sortie de son contexte, elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. Et elle n'était absolument pas au courant de son plan. Mais en tout cas, cette idée de partir au Japon sans femme, sans enfant, laisse à penser qu'il a peut-être tout simplement voulu effacer son ancienne vie et repartir de zéro en recommençant sa vie bien au Japon, son pays de cœur. Voilà, bon après c'était pas franchement nécessaire de démembrer sa femme et ses beaux-parents pour changer de vie. Il aurait bien évidemment pu se contenter de la quitter. C'est comme ça qu'on en arrive à la troisième théorie qui finalement est une théorie qui peut se rajouter aux autres, c'est celle de la maladie mentale. Je vous ai déjà dit que Sam avait toujours été considéré comme bizarre par les gens, mais personne ne s'est vraiment penché sur son cas pour essayer de savoir ce qui le rendait bizarre. Est-ce qu'il avait une maladie? Est-ce qu'il souffrait d'un trouble quelconque? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il se comportait de manière assez étrange. Pour vous donner des exemples, il a un tic qui fait qu'il est tout le temps en train de lever les sourcils comme ça. Voilà, quand il parle, donc déjà c'est un peu particulier. Il a également tendance à marcher toujours très vite, la tête baissée, droit devant lui, sans relever la tête. Il a du mal à regarder les gens dans les yeux. Et parfois, il est surpris en train de faire des grands gestes d'un coup comme ça sans raison et de parler tout seul dans sa barbe. C'est également quelqu'un qui, contrairement à sa femme, n'était pas très sociable. Maylee, comme je vous l'ai dit, avait beaucoup d'amis, elle organisait des fêtes dans sa maison. Et lors de ces fêtes, eh bien, Sam, lui, restait dans son coin, assis quelque part. Il ne restait que 20 minutes et puis il quittait la fête sans avoir adressé la parole à qui que ce soit. Les gens trouvaient quand même qu'il avait l'air plutôt sympa et rigolo. Mais voilà, sans plus, puisque personne ne le connaissait vraiment dans les amis de Maylee. Et bon, certes, il était bizarre, comme tout le monde dit, mais être bizarre ne veut pas dire être dangereux, donc forcément, à ce stade, personne ne pensait qu'il allait faire du mal à Maylee. Les gens se sont simplement dit qu'il devait être atteint d'une maladie ou d'un trouble, mais voilà, sans penser que ça pouvait être quelque chose de dangereux. Cependant, la santé mentale de Sam s'est grandement détériorée les mois qui ont précédé le meurtre. Et ça, on a plusieurs témoignages qui en font état, notamment celui d'une amie d'enfance de Sam. Bon, elle était amie avec lui dans l'enfance, ensuite ils se sont, on va dire, éloignés, perdus de vue, mais elle vivait toujours à Los Angeles, pas très loin de chez lui, donc il leur arrivait fréquemment de se croiser. Et elle raconte qu'à chaque fois qu'ils se croisaient, ils se prenaient dans les bras, ils se donnaient quelques nouvelles, vous voyez, comme des vieux amis qui sont quand même contents de se revoir, même s'ils ne se fréquentent plus vraiment. Donc bon, quelques temps avant les meurtres, elle a comme ça croisé Sam, et cette fois-ci, ça s'est passé différemment. Elle s'est avancée vers lui, et elle a voulu lui faire une accolade, vous savez, comme font les Américains quand ils se disent bonjour. Mais Sam a reculé vivement, alors que d'habitude il lui aurait fait un câlin en retour. Là, il recule et il lui jette un regard qu'elle a interprété comme étant un regard d'effroi, de panique, comme si à ses yeux, à ce moment-là, elle représentait un grand danger.
Donc elle n'a pas insisté, elle a clairement vu qu'il n'avait pas envie ni de lui dire bonjour, ni de lui parler. Et par la suite, ils sont entrés tous les deux dans le même restaurant et elle a vu que Sam s'était placé sur une table vraiment isolée, tout seul, tout au fond du restaurant. Et quand elle lui a jeté un regard, il lui a fait un signe comme ça de la main pour lui dire de rester bien loin de lui, de ne pas s'approcher. Ce n'est pas le seul témoignage en ce sens, puisque plusieurs des connaissances de Sam ont témoigné pour dire qu'il semblait être devenu complètement paranoïaque. Pour que vous puissiez vous faire une idée du personnage vous-même, je vais vous passer quelques vidéos qu'il a publiées sur son compte TikTok. Puisque c'est vraiment le réseau social sur lequel il s'exprimait. Il publiait des vidéos dans lesquelles il parlait. Et ce sont des vidéos vraiment très, très flippantes. Alors, je précise que dans la bio de son compte TikTok, il dit que ce sont des vidéos humoristiques, qu'il compte, à travers ce compte, s'essayer à l'humour. Mais les vidéos sont beaucoup plus gênantes que drôles, vous allez voir. Clairement, ça ne fait rire, je pense, personne. Et on a l'impression qu'il essaye de jouer un rôle, en fait, dans ses vidéos, qu'il essaye de représenter le cliché d'un homme californien un peu maniéré, tout ça, pour faire rire, donc. Mais il y a comme un changement soudain dans ses vidéos. Donc au début, effectivement, il fait des vidéos qui sont des petites blagues courtes, censées être drôles. Puis, d'un coup, il y a un changement. Il se met à dire des choses qui n'ont plus aucun sens. Des choses très étranges. Il y a des répétitions dans ses vidéos. Il parle du même sujet dans plusieurs vidéos, en changeant juste les phrases. Il change également d'accent, comme s'il avait complètement changé de personnalité. Mais je vous laisse juger par vous-même. Donc on commence par les premières vidéos qu'il a publiées, qui sont des vidéos donc censées être drôles. Just going for that like Bradley Cooper burnt out look, like I woke up feeling like a piece of burnt toast. Like my resume says unhappy, bitter, resentful, and like really good at ordering off the menu. Shouts out to the waiter at the restaurant above Nordstrom's for just like completely burning the shit out of my filet. Like, what kind of a monster are you, homie? Like, imagine me showing up at work and then here's the plot twist. I'm totally fucking superficial. Yo, shouts out to LinkedIn for just making it like so much more streamlined for me to be told no repeatedly. Et maintenant, je vais vous passer les vidéos qui, selon moi, prouvent qu'il a complètement changé de personnalité puisqu'elles deviennent quasiment incompréhensibles. Like, correction, I'm not so much interested in like whole body health. Like, this is not, CBD is not about wellness for me. I'm trying to get retarded. Peace, 100, Gia! Wearing rose gold. Hey, what's up, you guys? Yo, real quick, I just want to say shouts out to the homies at Ushimitsu, holding me down since day one consistently. Follow them ASAP. Peace. 100. Yeah. Yo, real quick, what's good? Like, what's up with Brad Pitt trying to, like, come for Paul Wesley's wife? Like, even though they broke up, but still, like, I don't even know. Like, let me know in the comments. Peace. Toutes les dernières vidéos qu'il a publiées sur son compte TikTok sont uniquement des vidéos de paysages. Il a filmé des choses qu'il trouvait jolies. Donc c'est pas forcément très intéressant. Mais en tout cas, les dernières vidéos dans lesquelles il parlent de Brad Pitt, qui aurait essayé de voler l'ex-femme de Paul Wesley. Je sais pas si c'était vraiment une vraie histoire, puisque je ne suis pas particulièrement les potins américains. Mais voilà, il parle de ce sujet en boucle. Il a fait quand même 6 vidéos à ce sujet. Et à chaque fois, il dit le même genre de choses, mais en changeant les phrases, en changeant sa manière de le dire. C'est vraiment bizarre, on dirait qu'il a une obsession pour cette histoire. Tout le monde, en tout cas dans les commentaires, se demande pourquoi il parle de ça en boucle. On dirait qu'il était comme fan de Brad Pitt ou qu'il essayait d'attirer son attention puisqu'il l'a tagué sur toutes les vidéos. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez détestable, une grosse arrogance et du narcissisme. Et pour les puristes du true crime, je trouve qu'il me fait penser à
Luka Magnotta. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets une petite vidéo de Luka Magnotta. C'est vraiment le même genre de physique et de personnalité. Et lui aussi a démembré quelqu'un. Donc bon, on est un peu sur le même registre. Et vraiment, quand j'ai vu les vidéos de Sam Haskell sur son TikTok, j'ai tout de suite pensé à Luka Magnotta. Vous me direz ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, Luka Magnotta a été diagnostiqué avec des maladies mentales très lourdes. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi le cas de Sam Haskell, même si lui n'a pas pu être diagnostiqué, il est mort avant. En tout cas, si vous voulez voir plus de choses sur Sam Haskell, je vais vous mettre ses réseaux sociaux dans la description. Vous pourrez aller cliquer, aller jeter un œil et vous faire votre propre avis si vous le souhaitez. Au moment où l'affaire a éclaté, de nombreux internautes ont exprimé leur souhait que les enfants Haskell ne soient pas confiés à leur famille paternelle. Mais c'est ce qui est arrivé puisqu'ils sont désormais élevés par leurs grands-parents paternels, donc le gros producteur d'Hollywood, Sam Haskell Senior, Sam Haskell III, et sa femme Mary Donnelly Haskell, ancienne Miss Mississippi. Tous deux ne se sont absolument pas exprimés concernant cette affaire et ont refusé de répondre à toutes les sollicitations des journalistes. On ne sait pas du tout ce qu'ils pensent de tout ça. J'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'effectivement ils ont pu être de bons parents pour Sam et que ça finisse quand même comme ça? Perso, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'ils aient pu être des parents parfaits et que ça se finisse de cette façon, puisqu'on a quand même plusieurs témoignages qui font état de violences graves dans l'adolescence de Sam. Et ses parents n'ont pas eu l'air de faire grand-chose. Alors oui, ils étaient peut-être stricts, ils allaient peut-être le punir ou quoi que ce soit, mais là, ça nécessitait quand même beaucoup plus que ça, puisqu'on est quand même sur plusieurs agressions à main armée, ainsi que des violences sexuelles. Donc c'est quand même très inquiétant. J'espère cependant qu'ils ne reproduiront pas les mêmes erreurs avec leurs petits-enfants et qu'ils ne vont pas ternir l'image de Maylee, qu'ils vont savoir leur parler en bien de leur maman qui s'occupait tout le temps d'eux, pendant que leur papa allait voir ailleurs et faisait des TikTok gênants au volant de sa Tesla. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour Maylee. Ça avait l'air d'être une femme exceptionnelle, tout le monde parle d'elle vraiment en bien. Ça avait l'air d'être quelqu'un de très gentil, une super maman. Et je regrette énormément qu'elle n'ait pas quitté Sam, qu'elle n'ait pas réussi à partir avec ses enfants et ses parents et à vivre la vie joyeuse qu'elle méritait. Une pensée également pour Yan Xiang et Gao Shan, âgés tous les deux de 64 et 71 ans, qui étaient tous les deux handicapés puisqu'ils se déplaçaient avec une canne. Ça me fait encore plus de peine de savoir que ces deux personnes âgées ont été lâchement attaquées par Sam Haskell alors qu'ils avaient des problèmes de santé et qu'ils n'ont même pas pu avoir la chance de se défendre face à lui. Ils n'avaient finalement bien aucune chance de s'en sortir, c'est terrible. Une pensée également pour les 3 garçons, les 3 fils Haskell. On ne sait pas ce qu'ils ont pu voir et entendre de ces meurtres. La police n'a pas révélé l'information. Mais ce qu'on sait, c'est que le soir des meurtres, donc alors que les corps avaient déjà été déposés dans les bennes à ordures, etc., eh bien, quelqu'un, une voisine qui a sa fenêtre qui donne directement sur la maison des Haskell, a entendu un enfant hurler. Et cet enfant criait très distinctement « À l'aide! À l'aide! À l'aide! Il y a quelqu'un !» Puis, après les cris de cet enfant, elle a entendu des pneus qui crissent et une voiture qui démarre. Elle ne sait pas qui poussait ces cris exactement, mais elle est persuadée que ça venait de la maison des Haskell et c'est donc probablement un des 3 garçons qui ne voulait pas que son père les emmène. Ils ont dû vivre un enfer, ces pauvres petits, j'ai vraiment de la peine pour eux. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo pour me soutenir si vous l'avez appréciée. Ça peut vraiment faire la différence. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.